Bienvenue à la 22e réunion du comité de la Chambre des communes, le comité OGO de la Chambre des communes version de Noël. Nous accueillons Post Canada aujourd'hui pour notre étude sur Post Canada. Nous allons commencer avec Monsieur Ettinger. Vous avez un discours, me semble-t-il. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous les membres du comité. Je suis ici avec mes collègues Alexandre Brusson, président directeur général, Alexandre et Rinda El Hadj, directrice financière. Nous sommes heureux d'être ici pour cette importante conversation. Je vais commencer par une mise à jour sur nos négociations. Comme nous l'avons annoncé le mois dernier, Post Canada et le syndicat ont signé une entente de principe. Aujourd'hui, nous travaillons avec le syndicat pour finaliser le libellé des ententes et les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le contenu avant que ces ententes ne soient définitives. Ces ententes arrivent après 2 années difficiles à la table de négociation. Et je sais à quel point cette phase a été difficile pour celles et ceux qui comptent sur Post Canada. Nos clients ont besoin d'un service fiable et le méritent. J'ai hâte de rebâtir notre entreprise et de retrouver la confiance de la population. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Le mois dernier, nous avons soumis notre plan de transformation au ministre Lightbound. Le plan suit ces directives qui, elles, sont fondées sur les recommandations de la commission d'enquête sur les relations de travail. Plan équilibré pour moderniser Post Canada. It focuses on serving the modern. Il met l'accent sur les besoins postaux actuels des Canadiens et des Canadiennes et le rétablissement de notre autonomie financière. Nous y abordons aussi la croissance des revenus, principalement grâce aux colis vendus et les mécanismes électroniques. Notre plan est encore en cours d'examen, donc je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Je vais toutefois présenter quelques mesures clés, en commençant par les boîtes postales communautaires. Plus de 3/4 des ménages canadiens reçoivent déjà leur courrier par un moyen de livraison centralisée. En faisant passer davantage de ménages aux boîtes postales communautaires, nous pouvons proposer un niveau de service uniforme aux Canadiens et aux Canadiennes, tout en réalisant des économies importantes. Nous offrons des mesures d'adaptation aux clients qui en ont besoin. Our Delivery Accommodation Program. Notre programme de mesures d'adaptation pour la livraison permet aux personnes vivant avec des limitations fonctionnelles puissent accéder à leurs articles. Cette mesure sera facile à demander, à réclamer, et nous verrons à ce que la population sache que ce programme existe. Ensuite, modernisation du réseau des bureaux de poste. Nous allons protéger les services postaux dans les zones rurales, éloignées et autochtones. Le ministre l'a clairement indiqué. Cette démarche est essentielle et nous partageons sa priorité. La modernisation de notre réseau nous permettra de l'adapter à la façon dont les Canadiens et les Canadiennes utilisent les bureaux de poste aujourd'hui. Afin de bien faire les choses, nous adopterons une approche très localisée. We know every community is a little different. Nous savons que chaque communauté est différente et nous n'imposerons pas une approche universelle à tout le monde. Ensuite, la prochaine mesure sera de mettre à jour nos normes de service pour les lettres. Cette démarche nous donnera quelques jours de plus pour livrer les lettres dans l'ensemble du pays. Cela signifie que nous allons pouvoir transporter le courrier au Canada plus souvent par transport terrestre, ce qui représentera des économies substantielles et des réductions de gaz à effet de serre. Pour être clair, cette mesure n'a aucune incidence sur les colis ou sur le public postage. Elle concerne seulement les lettres. Nous continuerons de proposer des options de livraison rapide pour les envois urgents. Ensemble, ces mesures nous permettront de mettre notre fonctionnement opérationnel en alignement avec les besoins du pays. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les municipalités et d'autres parties prenantes locales. Nous travaillerons aussi avec nos syndicats sur les changements qui touchent notre personnel. Il va falloir aussi réduire notre effectif. Et ce sera fait principalement par l'attrition, étant donné le fait que notre force de travail est vieillissante. Mais nous allons continuer d'avoir de bons emplois avec de bons avantages sociaux à proposer
Nous allons aussi chercher à générer des revenus. Si de générer de nouveaux revenus. We'll grow our core business. Nous allons augmenter notre activité de base, surtout dans les colis, et nous allons chercher à générer de nouvelles recettes. Nous allons examiner une nouvelle stratégie de tarification de la poste lettre. Nous allons investir dans l'amélioration continue de nos opérations et nous maximiserons aussi les investissements que nous avons déjà réalisés pour accroître notre capacité de service et renforcer nos capacités TI qui sont au cœur de la stratégie et de la logique de cybercommerce de la livraison. Conclusion. Nous savons que notre situation financière est intenable et elle ne peut pas continuer ainsi. Mais il existe des mesures concrètes qui nous permettront de corriger le tir. Notre plan va rétablir notre mandat, soit de servir toute la population du Canada d'une manière financièrement viable. Notre plan vise aussi à s'assurer que Poste Canada demeurera une infrastructure essentielle. Nous avons hâte de dévoiler les détails du plan dès que nous serons en mesure de le faire. Et entre-temps, je suis heureux de participer à la discussion d'aujourd'hui. Je me réjouis de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Nous commençons par 6 minutes, Madame Bloch. Merci, Monsieur le Président, et bienvenue à Monsieur Ettinger et à vos collègues. Nous nous réjouissons aussi de discuter avec vous. Nous avons attendu un certain temps pour vous recevoir, afin d'effectuer ensemble une autre étude sur Poste Canada. Au cours de notre étude précédente, nous avons appris de vous que le gouvernement n'avait pas approuvé votre plan stratégique, et cela depuis, me semble-t-il, 5 ans à l'époque, soit entre 2019 et 2024. Comme vous le savez, en septembre dernier, le ministre a fait plusieurs annonces, y compris il a fixé une date limite imposant à Poste Canada d'envoyer un plan au ministère. Donc, le ministre vous a-t-il donné une indication? Il a le plan entre les mains depuis un mois. Vous a-t-il informé de la date à laquelle vous recevrez une décision de sa part sur votre plan? Merci pour la question. Nous avons soumis le plan de transformation. On l'appelle aussi le plan en 45 jours, le 7 novembre. Ce plan a été fondé sur le nôtre, puis a incorporé l'annonce du ministre du 25 septembre. Ce sont des éléments que nous accueillons favorablement, nous les attendions. Ce sont des éléments qui sont repris dans nos rapports, dans nos communiqués de presse. Nous sommes satisfaits du fait que le gouvernement s'intéresse à ces éléments pour que nous puissions transformer cette entreprise. Nous avons confiance en notre plan. Le pilier principal de ce plan est de créer une société d'État en meilleure santé que celle d'aujourd'hui et mieux orientée vers les besoins des Canadiens qui ont beaucoup évolué. On en a parlé ouvertement. On va rafraîchir et moderniser la stratégie, les tarifs vont changer, le fonctionnement des lettres postes vont changer, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Cela dit, nous n'avons pas encore entendu de nouvelles de la part du bureau du ministre. Le ministre est en train d'évaluer la situation, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Merci. Pourriez-vous me dire si le contenu du plan que vous avez soumis a été repris des plans stratégiques précédents que vous avez soumis au gouvernement et qui n'ont pas été approuvés? Pour revenir à ce que je mentionnais, un grand nombre des solutions sont semblables à celles que nous avons déjà analysées par le passé. Voilà pourquoi je vous disais qu'il n'y a pas de grande surprise. Il y a des éléments pratiques qui nous permettront de mettre de l'ordre chez nous et être davantage compétitifs. Nous savons tous que les lettres postes sont en décroissance. Mais pour les colis, ce n'est pas facile non plus. Nous sommes en concurrence avec les plus grandes sociétés du monde. Les solutions ne vous surprendront pas, mais le plan contiendra davantage de données granulaires. J'ai très peu de temps et j'ai d'autres questions à vous poser. D'après le rapport du 3e trimestre qui va sortir à la fin de ce mois, Poste Canada aura
épuiser le prêt d'1 milliard de dollars qui lui a été consenti. La semaine dernière, on nous a dit que les fonctionnaires sont en discussion avec Poste Canada pour l'approbation d'un prêt supplémentaire. Combien, ou quel type de financement est envisagé pour ce prêt? Nous sommes en dialogue avec le gouvernement, et c'est le cas fréquemment depuis 1 an. Randella, notre directrice financière, participe à ces discussions. Par conséquent, je vais lui céder la parole. Merci pour la question. Monsieur le Président, vous avez raison et c'est important de comprendre que le prêt plutôt que nous avions reçu sera épuisé ce mois-ci et nous avons besoin de fonds pour assurer notre fonctionnement. Nos conversations avec le ministre ne sont pas encore finalisées. Nous travaillons sur le détail afin d'assurer un niveau de financement adéquat pour assurer les services que nous devons assurer auprès des Canadiens jusqu'à ce que le plan de transformation puisse être approuvé, sachant que ce plan comprendra des financements d'investissement pour l'avenir de Poste Canada. Le gouvernement a-t-il indiqué le moment où sa décision sera prise? Quand est-ce que ce prêt sera-t-il approuvé? Nous sommes en dialogue continu avec le bureau du ministre à cet effet. Aucune date n'a été fixée, cela dit. Merci beaucoup. Étant donné l'absence de financement dans le budget supplémentaire des dépenses, le gouvernement vous a-t-il dit d'attendre le prochain cycle du budget des dépenses pour recevoir ce financement? Ces discussions sont en cours aujourd'hui. Entre-temps, nous avons des marges de crédit qui nous servent de pont. Ces éléments se retrouvent dans nos rapports. Nous avons accès à 595 millions de dollars de marge de crédit afin de tenir jusqu'à la décision. Allez-vous rembourser le près de 1 milliard de dollars? Est-ce que c'est l'attente? Aujourd'hui, on nous a dit très clairement que cette injection de fonds est remboursable. Ensuite, dans le protocole d'entente qui sera examiné par le ministre des Finances d'ici la fin du mois, une décision sera prise lorsque de nouvelles modalités seront négociées. Merci beaucoup. Madame Sod, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'ensemble des députés qui sont des nôtres aujourd'hui. Comme nous l'avons entendu et nous avons déjà entamé cette étude, Poste Canada est dans une situation financière grave. Sans véritable réforme, l'avenir de ce service public et les emplois qui en dépendent sont menacés. Les travailleurs et travailleuses postaux font le lien entre nos communautés au quotidien. Ce sont aussi ces travailleurs et ces travailleuses qui font la force de cette société d'État ainsi que sa pérennité. Ce sont des éléments que nous avons à l'esprit et nous voudrions que le personnel puisse continuer de desservir la population du Canada. Sachant que la société d'État de Poste Canada a pour mandat de desservir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, pourquoi pensez-vous que ce mandat maintient sa pertinence dans l'économie numérique d'aujourd'hui? Merci, très bonne question. Pour ce qui est du commerce électronique et des colis, ce marché va doubler au cours des prochaines 10 années. On va arriver à un marché à très haute croissance dans ce secteur. Le marché est numérisé. Nous avons récemment mis à jour notre infrastructure informatique. Et quand vous commandez quelque chose en ligne, tout est numérique jusqu'à la réception de votre colis. Donc, nous voulons réformer la société sur la base des stratégies qui sont les nôtres. On en a déjà parlé. En outre, les capacités numériques qui sont déjà les nôtres nous permettront d'améliorer l'expérience client. Nous sommes constamment à la recherche de façons de faciliter l'accès à notre site web et à nos programmes. Nous sommes donc ravis des résultats obtenus à date. En coulisses,
il se passe beaucoup de choses numériques et c'est ce qui alimente notre société. Formidable. Dans la même veine, on parle beaucoup de Poste Canada et de sa viabilité en tant qu'infrastructure nationale. Dans ce contexte, comment cette approche forge-t-elle votre plan de transformation? Nous allons partout au Canada tous les jours. Notre réseau est le plus grand du Canada. Notre infrastructure est un avantage. Nous voulons être davantage efficaces, mais notre engagement est de desservir toute la population. Oui, les choses vont devoir changer à l'avenir, nous en avons déjà parlé, parce que notre situation financière doit se redresser. Par contre, nous souhaitons investir dans les choses qui nous permettront de mieux desservir nos clients dans le but d'assurer un meilleur service, pas un service dégradé. Oui, on a parlé de compression, mais il n'est pas question de compression. On veut créer un meilleur service client. On veut faire le lien entre les Canadiens et les Canadiennes, surtout à une époque où l'économie au sud de notre pays est ce qu'elle est. Nous voulons livrer toutes les communautés, sachant que les courriers, les services de courrier privé ne le font pas nécessairement. Merci. J'aimerais revenir sur votre dernier argument. Je me souviens de conversations dans différents cadres à propos de l'importance de Poste Canada dans les communautés rurales, éloignées et autochtones. Dans certains cas, il s'agit d'une véritable ligne de vie, par exemple pour recevoir des médicaments essentiels. Comment envisagez-vous le maintien et l'amélioration de ces services, étant donné les difficultés financières d'aujourd'hui? Merci. L'annonce du 25 représente quelque chose que nous accueillons favorablement. Ce sont des choses dont nous parlons depuis longtemps. Ces évolutions, parallèlement à nos investissements, notamment le site de Scarborough, ainsi que la mise à jour de notre système ERP, sont des éléments qui nous permettent de renforcer nos activités en coulisses. Nous nous sommes dotés des outils dont nous avons besoin pour devenir plus efficaces, notamment avec la modernisation des bureaux de poste, les boîtes postales communautaires et les investissements que nous avons réalisés pour moderniser les réglementations et les politiques du passé pour pouvoir mieux affronter l'avenir. Nous sommes dans une situation de rivalité extrêmement aiguë avec nos concurrents. Et donc maintenant, nous sommes satisfaits des efforts que nous avons accomplis, notamment en faveur des petites entreprises du Canada. Et l'incertitude en matière de conditions d'emploi du personnel ont beaucoup pesé. Et donc, cela représente une part importante du PIB. Vous avez quand même, nous avons 66% des dépenses des petites entreprises qui restent au Canada. Et donc, nous voulons donner à ces petites entreprises toutes les ressources, tous les instruments dont elles ont besoin pour prospérer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'être là. Question bien simple. Combien de bureaux vont être fermés au Québec dans les réformes? Sorry, my earpiece isn't working. Pardon, je n'avais pas encore mis mon oreillette. Ah non? Alors, je vais continuer à parler en français pour voir si vous avez l'interprétation. Parfait. Alors, bon, pour les gens qui nous regardent, combien de bureaux? Oui. Oui. Not getting translation. We'll start the time at 6. Don't worry. Okay. Je n'ai pas la traduction. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Combien de bureaux de poste vont être fermés au Québec? Well, look, our approach on that. En la matière, notre approche consiste. Getting any of the translation, and we want to hear your. Nous ne recevons pas l'interprétation. Nous voudrions entendre votre question. Crise 3. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Non.
Décidément, il y a de l'interférence, peut-être. C'est peut-être le Père Noël qui nous joue. Vous avez 6 minutes. Tout fonctionne. Alors, je savais pas que ma question était aussi puissante. Hein, il y a eu de l'interférence. C'est pas compliqué. J'avais eu le temps d'aller chercher les chiffres et j'adore ça. Il y a combien de bureaux qui vont être fermés au Québec? J'ai compris votre question, mais je n'ai toujours pas l'interprétation. Donc, effectivement, nous sommes très axés sur toutes les questions locales, les différentes communautés, les diversités de sensibilité d'une communauté à l'autre, et nous sommes très proches des municipalités. Et nous allons faire tout notre possible pour protéger de façon très claire les communautés éloignées, autochtones et éloignées. On a reçu le maire de Chute-Saint-Philippe qui nous disait il y a des municipalités où... Est-ce que ça fonctionne? Oui, il y a des municipalités qui... Non, on va prendre le temps. Ça fonctionne maintenant. Donc, j'ai vraiment... Les maires et mairesses sont très inquiets dans la mesure où il y a des bureaux qui sont à proximité. Alors, et il y a un bureau de poste principal, mais ça peut prendre jusqu'à 30 minutes pour s'y rendre. Donc, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir des choix déchirants quand il y a, oui, il y a peut-être des bureaux qui sont assez proches, mais il y en a d'autres que c'est un enjeu de transport. Qu'en est-il? Merci. Nous ne pouvons pas entrer trop dans le détail du plan dont nous attendons encore l'approbation et nous y mettons la dernière main. Mais nous sommes très soigneusement en train de définir les critères d'amélioration. Notre première démarche consiste à voir où nous avons un service excessif dans les zones urbaines. Pour les Canadiens trop détaillés, par exemple, nous voulons toujours avoir un représentant de proximité. Et donc, nous sommes au travail sur ces premières étapes lorsqu'il existe déjà de bonnes options de proximité. Et ce n'est qu'après cela que nous aborderons les zones rurales. Ce sera notre priorité à ce moment-là. Mais donc, c'est vrai que nous sommes très sensibles à la chose. Septembre que, boum, il y a une réforme. Là, on laisse les gens patienter. Le document a été remis depuis un mois. Vous attendez des nouvelles du ministre, mais on va avoir ces réponses-là quand? Parce qu'on peut vous faire revenir souvent, mais si vous nous dites le 15 janvier, ça va être réglé, ça va être quand qu'on va avoir ces réponses-là? On ne nous a pas indiqué de date pour le moment où le plan ferait l'objet d'un écho en retour, et nous aurions aimé l'avoir eu tout de suite, mais c'est au ministre et à son équipe d'en décider. Et encore une fois, nous sommes très focalisés là-dessus, et encore une fois, dès que les critères seront établis, nous vous les communiquerons. Moi-même, j'ai grandi dans le Canada rural, et je sais à quel point c'est important, pressant, parfois dans les toutes petites localités, et nous savons que nous pouvons offrir un meilleur service, certes, et avec des différences, mais nous pouvons offrir de manière générale, dans bien des endroits, un bien meilleur service. Et donc, nous allons le faire de façon réfléchie et nous vous communiquerons tous les détails. À pied, parce qu'à un moment donné, je veux dire, hein, on n'a pas besoin d'être économiste pour... Merci. Nous avons déjà adopté certaines mesures au niveau de la direction de Post Canada au cours des dernières années pour réduire l'importance, les effectifs et le coût de la direction, et nous l'avons réduit d'environ 11%, et nous voulons atteindre 20%. Et les Canadiens utilisent cela de façon très différente d'il y a 40 ans, et nous devons nous y adapter, et nous voulons être plus réactifs par rapport à leurs besoins. Et nous pensons que ce qu'il y a de bon dans cette affaire, c'est que nous avons 16 000 personnes qui sont admissibles au cours des 5 prochaines années et encore 14 000 au cours des 5 années suivantes. Nous pensons que cela ouvrira une piste pour permettre aux gens de quitter
Post Canada s'il le souhaite. Nous faisons feu de tout bois pour bien traiter avec respect nos employés. Vous avez écouté le témoignage de l'élu Normand Saint-Amour, maire de Chute-Saint-Philippe, parce que il disait aussi qu'il y a du collatéral en termes de déneigement des casiers postaux communautaires, et c'est leur col bleu qui doivent s'en occuper. Donc, s'il y a 16 000 personnes qui prennent leur retraite et puis qu'on veut donner l'accessibilité, honnêtement, l'Union des municipalités du Québec, bien que vous nous dites que vous avez une bonne collaboration, c'est pas ça qu'ils nous disent. Ils ont peur du mur à mur, puis ils veulent être vraiment consultés. Qu'est-ce que vous leur dites? And thank you, merci. They will be Merci. Nous allons les consulter. Le processus est déjà engagé. Nous attendons l'écho du ministre et de son équipe, mais dès que ce sera fait, nous allons amorcer les consultations, que ce soit avec les boîtes à lettres communautaires ou d'autres services. Nous savons que ce sont des questions extrêmement délicates. Nous n'allons pas y aller au rouleau compresseur. Nous allons agir de façon réfléchir, en respectant les critères qui sont chers aux gens, qui permettront aux gens de nous donner un écho et que les municipalités soient informées à l'avance de ce qui allait se passer. We'll go to Mrs. Jansen, but before we start, Avant de commencer, nous allons peut-être devoir réinitialiser notre service d'interprétation et peut-être suspendre pendant 3-4 minutes. Allons-y. Poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Merci aux témoins. Et avant de passer au dollar et de déficit, j'aimerais parler des gens qui sont véritablement malmenés par ce qui se passe, notamment pour ce qui est des différents services communautaires dans ma circonscription. On a besoin de recevoir les chèques par la poste et donc quand ça n'arrive pas, eh bien c'est très difficile pour les entreprises qui ont besoin de faire la paie, qui ont besoin de poursuivre, et puis notamment également pour ceux qui ont des organismes caritatifs de bienfaisance, les dons qui arrivent, et $20 qui arrivent d'une personne âgée qui le fait fidèlement. Les cadeaux n'arrivent pas souvent. Donc vous savez, donc le simplement une petite lettre de Noël ou une note de remerciement, ça devient compliqué. Et lorsqu'il y a des hoquets dans le fonctionnement de Post Canada, eh bien, l'embarras créé est énorme et le coût est énorme aussi. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là? Parce que nous avons eu toute forme d'avertissement, y compris le rapport Catlin, et qui dit que il ne pouvait pas y avoir de viabilité financière de Post Canada sans une véritable réforme approfondie. Et puis 5 années plus tard, eh bien, on voit que les pertes n'ont cessé de se creuser jusqu'à 5,5 milliards de dollars. Alors pourquoi pensez-vous que comment se fait-il, quelle perspective pour l'approbation du plan stratégique? Ça remonte à 2019. Oui, mais écoutez ça, il faut se tourner vers le gouvernement. Nous ne pouvons pas non plus. J'ai donné la même réponse il y a 1 an et demi. Donc maintenant, nous avons quand même une orientation stratégique, tout au moins. Alors certes, nous nous réjouissons des changements. Et c'est pour nous, c'est une ordonnance comme une ordonnance médicale pour mettre nos finances en bon ordre. Et cela aurait dû se faire il y a une décennie. Ça ne s'est pas fait. Et nous allons continuer d'avancer. Et ces changements nous enchantent, nous y adhérons. Et puis, alors, par ailleurs, nous avons fait des investissements au cours des dernières années, notamment avec le programme de ERP, et donc ce sont de meilleurs investissements. Voici ma prochaine question. Alors, quel est l'impact de ce retard de 5 ans sur votre capacité, notamment concurrentielle, entre autres? Oui, certes, il faut que nous dépensions avec plus de parcimonie. Et donc, nous avons des contrôles budgétaires extrêmement stricts. Et puis, il y a eu des réductions de dépenses discrétionnaires. Cela dit, nous vivons dans un secteur extrêmement marqué par la concurrence la plus acharnée. Nous rivalisons avec parmi certains des meilleurs au monde. Et leur modèle d'affaires est différent du nôtre. Et nous devons quand même parvenir à améliorer, à affiner, à aiguiser
notre capacité concurrentielle. Mais je peux vous dire que nous avons maintenant, grâce à ces investissements, les outils dont nous avons besoin. Est-ce que vous auriez pu faire ça il y a 5 ans déjà? Difficile à dire, mais il y a eu certainement des pertes au cours des années. Et des retards, c'est indéniable. Mais nous sommes maintenant au bord de résoudre ces problèmes parce que nous savons comment les résoudre. Et il y a certaines zones pour lesquelles il faut encore que nous accordions nos violons, mais nous sommes prêts à agir dès à présent. Dans le plan Premier ministre, est-ce que Post Canada devient financièrement viable ou alors quel est le calendrier? Oui, c'est un plan ambitieux. Et donc, le ministre a fait une annonce le 25 septembre, et c'est ce qui faisait un bilan du secteur. Et nous voudrions devenir, donc maintenant, arriver. Donc, est-ce que si tout n'est pas remboursé d'ici 2030, j'ai vu certains tremblements. Non, nous allons investir au sein de l'entreprise de Post Canada au cours des années à venir afin de réduire nos coûts et devenir plus concurrentiels par rapport à nos rivaux. Donc, il va y avoir certains investissements au fil du temps. Le ministre a dit clairement que ces injections de liquidités doivent cesser, mais je suis d'accord, bien sûr, et il faut que ça cesse le plus vite possible. Quels sont les taux d'intérêt que vous appliquez? Bien, nous allons maintenant suspendre quelques instants pour réinitialiser notre système. Mes excuses. Madame Rochford, vous avez 5 minutes. Merci de me donner la parole. J'ai des questions qui viennent de ma circonscription. La toute première, les prêts entre les bibliothèques, ce sont des choses fondamentales au fonctionnement des bibliothèques au Canada. Et ces prêts se font par Post Canada. Donc, les bibliothèques s'inquiètent de l'augmentation des tarifs. Vous allez obtenir l'autorisation par le gouverneur conseil d'augmenter les tarifs. Donc, cela fait beaucoup d'inquiétude. Les bibliothèques ont besoin de pouvoir faire livrer ces colis. C'est un service que nous sommes fiers d'avoir assuré pendant de nombreuses années. Ce sont des politiques très importantes pour nous. Et nous allons continuer d'honorer ces tarifs. Le besoin d'éducation, d'équité, d'inclusion est important. On irait contre nos valeurs de base si on éliminait ces programmes. Les bibliothèques pourraient bénéficier, ou plutôt bénéficient déjà de tarifs réduits, et certains supports sont fournis gratuitement aux personnes non-voyantes. Et ce sont des programmes qui seront maintenus, et je suis très fière de pouvoir le faire pour beaucoup de raisons. Merci pour cette réponse. On a parlé des programmes d'accommodement et de livraison adaptée. Comme Madame Gaudre l'a mentionné, il y a des gens qui n'ont pas connaissance de l'existence de ce service. J'ai une circonscription très rurale et les personnes âgées s'inquiètent de devoir aller à une boîte postale communautaire. Il faut donc leur parler de ce programme. Mais ce programme me semble étroit, en fait. Donc, comment allez-vous le rendre accessible aux personnes âgées et à d'autres populations? Comment allez-vous en faire la promotion? C'est une bonne question, une question importante. Ce programme d'adaptation est en place depuis de nombreuses années. C'est très important pour les personnes âgées et les personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Nous faisons notre maximum pour fournir de l'équipement adapté, différentes hauteurs, des plateaux coulissants. Et nous irons aux portes de celles et ceux qui ne peuvent tout simplement pas se déplacer. Le programme de candidature est très simple, mais nous devons mieux communiquer. Nous devons
mieux en faire la promotion auprès de la population. Ce programme est aussi gratuit. Nous allons fournir un service de grande qualité et je m'engage dans ce sens. Nous devons appuyer celles et ceux qui ont besoin d'appui. En cas de réclamation reçue par mon bureau, je vais vous la renvoyer. Je suis certaine qu'il y aura des problèmes. Les gens vont... D'accord, très bien. À l'approche des fêtes de Noël, mes commettants me font des commentaires sur la Poste, étant donné l'expérience vécue l'année dernière. On sait qu'un règlement est en cours de négociation, mais qu'est-ce qui bloque, étant donné l'importance de cette période? Beaucoup de personnes veulent envoyer quelque chose aux membres de leur famille. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Je ne peux pas encore dévoiler les détails. Poste Canada et le syndicat sont d'accord. Les détails ne sont pas encore prêts à être révélés, mais nous travaillons sur quelque chose pour les communautés rurales éloignées, pour les centres de tri. Nous sommes en train de travailler sur le libellé juridique de l'accord provisoire. Entre-temps, nous sommes ouverts. Nos niveaux de rendement sont au-dessus de 90 sur 100. Nous fonctionnons dans la sécurité. Vous savez, j'envoie des cartes de Noël tous les ans. Je le fais cette année. J'envoie aussi des cadeaux en Nouvelle-Écosse dans mon cas et j'ai confiance au système. Facile pour moi de le dire, mais nous sommes là. Nous sommes forts. Tout le monde est au travail. Il n'y a aucune raison de croire que votre colis ou votre lettre ne sera pas livrée pour Noël. Madame Gaudreau, c'est à vous. Président, en 1995, la Poste allemande a débuté sa privatisation, vous le savez bien. Le gouvernement a décidé de transférer les opérations de colis à DHL. Aujourd'hui, la Poste allemande, elle n'existe plus parce qu'elle n'est pas rentable. Donc, ça a été vraiment une libéralisation à DHL et quasi une situation de monopole, on va se le dire, où il y a des régulations pour le service courrier pour les prestations privées. Moi, j'ai une crainte, c'est qu'on laisse mourir à petit feu Poste Canada pour la vendre à pur au lecteur et faire grossir, en fait, les joueurs comme un Telcom. Sinon, pourquoi on voudrait abandonner la livraison de colis? Well, thank you for that question. Merci pour la question, c'est une très bonne question. Nous n'avons aucune intention de privatiser Poste Canada. Rien, zéro. Pour ce qui est du plan sur 45 jours soumis au ministre, il n'est absolument pas question de privatisation. Le plan porte sur la transformation de Poste Canada pour en faire une société adaptée aux besoins d'aujourd'hui, aux besoins de nos clients, pour qui nous avons beaucoup d'attention. Nous évoluons parce que la population utilise la Poste de façon bien différente par rapport aux années 80 et 90. Ce petit outil qui s'appelle Internet est arrivé et a chamboulé l'utilisation de Poste Canada. J'ai bien connaissance de Royal Mail, de DHL, et ce n'est absolument pas notre intention de copier leurs décisions. Nous voulons que Poste Canada soit le fournisseur privilégié de la population et des PME avec qui nous devons mieux travailler. Les colis ne seront plus, dans la perspective de réforme, livrés à domicile. C'est ça dont on parle, hein? Sorry, I lost the last Oui, part of les that. Désolée. qui sont livrés à domicile, dans la réforme, on va devoir aller au bureau principal, récupérer les colis, non? Yes. Bien, c'est pour ça, là, je vais prendre juste le temps. Désolé, Monsieur le Président. Donc, quelqu'un qui veut faire 30 minutes de déplacement pour aller chercher un colis, puis de peser sur un bouton sur Internet pour recevoir justement d'autres compétiteurs, comment être prospère et rentable? Je veux dire, je suis femme d'affaires, là, puis sérieux, on le voit, là, c'est pas un modèle périn.
Yeah, a good question. C'est une bonne question. Les boîtes postales communautaires sont imparfaites, mais c'est un programme fiable de livrer les colis. Beaucoup de personnes ne se rendent peut-être pas compte, mais ce système est similaire au casier. Beaucoup de personnes pensent que c'est réservé aux lettres, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ces cases postales ne correspondent pas aux besoins de tous les villages et de toutes les villes, mais ce sont des solutions sécuritaires qui réduisent les gaz à effet de serre. Parcel locker, and they reduce injuries. Aussi, le nombre de blessures baisse. Les blessures continuent d'être un problème chez nous. Et les boîtes postales communautaires nous aident dans ce sens aussi. Précis, vraiment. Yes. Mon cadeau de Noël. I appreciate you clarifying that. Merci pour les clarifications. Monsieur Patzer, c'est à vous. Thank you very much, everyone, for being here. Just want to start off by asking you, Mr. Ettinger, what is your definition of rural that Canada Post uses? Well, right now, what we have to work with is the one that's been in place since 1994. We'll take the government's guidance on that. I know there are some other programs that they're working on in terms of updated definitions of qui essaye donc de mettre à jour les définitions de rural par rapport à urbain. En 1994, il y avait 29 millions de personnes. Nous sommes 42 millions de Canadiennes et de Canadiens aujourd'hui. Les petites localités sont devenues des villes et les zones rurales deviennent des banlieues. Et donc, ça a été désigné comme rural à l'époque pour tel ou tel endroit. Et maintenant, c'est devenu une banlieue, pratiquement, une zone urbaine. Et donc, il y a des chevauchements, notamment pour ce qui est de nos concessionnaires et également de nos sources institutionnelles elles-mêmes. Et donc, nous allons faire les distinctions pour éviter les doubles emplois. Au moment de votre examen de ces zones rurales, je pense à la ville de Vanguard, qui comprend, c'est une petite localité à un mot de 200 personnes, mais toutes les semaines, ils vont envoyer des échantillons d'eau à Regina pour surveiller leur approvisionnement en eau. Ils n'ont pas d'autre option, parce que c'est une toute petite localité, à un mot pratiquement. Et s'il y en a beaucoup en Saskatchewan, et une bonne partie de l'ouest du Canada qui sont composés de cette toute petite micro-localité. Alors j'aimerais savoir quel est le critère que vous appliquez pour veiller à ce qu'un endroit comme Vanguard ne perde pas le service postal. Oui, j'ai vécu la majeure partie de ma vie dans le Canada rural. Je comprends très bien quelle est l'importance des bureaux de poste et nous allons faire les choses de façon très réfléchie. Et s'il n'y a pas d'autres bureaux de poste à proximité, eh bien, nous allons adopter d'autres critères que nous allons divulguer une fois que nous aurons reçu un écho de la part du gouvernement. Mais nous savons combien c'est important pour les collectivités et encore une fois, nous allons prendre ces décisions de façon très réfléchie. Pourriez-vous répondre rapidement, étant donné que le moratoire est encore en place, il y a 59 000 fermetures de bureaux de poste. Expliquez-moi cela. Il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est le maître de poste ou la maîtresse de poste qui prend sa retraite et il est difficile de trouver quelqu'un pour la remplacer. Il y a également des entreprises qui ferment ou des gens qui changent de ligne de métier. Et donc, c'est très difficile de recruter, notamment dans les régions éloignées. S'agissant maintenant du service postal en tant que tel, nous allons protéger les zones rurales éloignées. Nous avons 280 vols qui se dirigent vers les localités du Nord à titre individuel. Nous allons protéger ce service. Il y a ce renflouement d'1 milliard de dollars. Je sais qu'il y a de toutes sortes de modalités. Est-ce qu'il y a une disposition dans ces modalités qui permettait concernant les primes, concernant les hauts dirigeants, les cadres supérieurs? Pas que je sache. Donc, est-ce que le gouvernement essayait maintenant un autre ensemble de mesures pour les renflouements? Pas que je sache.
On nous dit qu'il y a des gens qui reçoivent des avis ou des offres de départ à la retraite anticipée, par exemple sur la commune parlementaire. Est-ce que c'est la même chose à Poste Canada de la part du gouvernement fédéral, des offres de départ à la retraite anticipée? Non, nous sommes d'une société de la couronne et donc nous sommes distincts, nous sommes cloisonnés, nous recevons parfois des nouvelles mais pas des pressions. Merci. Pour conclure rapidement, le rapport Kaplan a dit de façon énergique, et je cite, l'idée que le prêt de janvier 2025 de plus d'1 milliard de dollars nécessite 25 milliards de dollars. Est-ce que vous essayez toujours de rembourser ce prêt de 25 milliards de dollars? Mes excuses, très rapidement. Oui, le rapport Kaplan a donné lieu à des audiences publiques et nous y avons intégré toutes nos réflexions. Je pense que ce rapport Kaplan est assez complet et donc je pense que ça passe en revue de façon objective et très sincère. Donc nous sommes heureux que le gouvernement l'ait appuyé et que le commissaire Kaplan a présenté un examen très juste, très intègre, et nous y adhérons. Et puis alors, nous nous attelons au remboursement de ce prêt. Merci, Monsieur le Président. Merci aux témoins de leur présence pour commencer. J'aimerais revenir sur certaines des déclarations que vous avez faites, Monsieur Attinger. Vous dites que la situation financière de Post Canada est inacceptable, qu'il faut agir dès à présent. Alors, j'essaye maintenant de comprendre. Il y a des dizaines de milliers de gens qui ont besoin, pour leur emploi, de Post Canada, pour leur travail. Des millions de Canadiens qui ont besoin des services de Post Canada. Alors, quand est-ce que votre organisation a compris qu'il y avait un vrai problème et que votre modèle d'affaires était inefficace? Eh bien, si l'on remonte dans le temps, certains des députés autour de la table étaient présents. Et donc, nous avons été étudiés jusqu'à plus soif. Et donc, cela remonte à 2016, lorsqu'il y avait toutes sortes de conclusions et des prévisions qui malheureusement se sont avérées. Et puis, il ne faut pas oublier que le Covid a aiguisé les problèmes et que l'on a vu se présenter des expéditeurs privés qui, ils font à leurs employés des conditions que nous n'approuvons pas. Les nôtres sont bien meilleures. Et donc, ils ont lancé toutes sortes d'initiatives pour nous arracher des parts de marché. Bon, ce qui est important, c'est que nous avançons. Alors, est-ce que ça aurait été mieux d'agir de façon plus précoce? Certainement, mais tout le monde a agi, y compris le gouvernement. Nous sommes prêts à intervenir, nous avons défini nos stratégies. Et donc, maintenant, il n'y a rien de vraiment nouveau, parce que nous ne proposons pas de potions magiques pour sortir du jour au lendemain de cette situation, mais faites-moi confiance. Il s'agit pour nous de perspectives qui sont riches, prometteuses, et nous avons une équipe qui est prête à lancer cette action. Et c'est vrai que je peux vous dire que CMB peut offrir, mais vous savez, c'est quelque chose qui se monte à 4 à 5 millions par an en plein régime, et vous voyez que c'est très ambitieux de vouloir être financièrement viable, mais nous voulons atteindre la viabilité financière d'ici 2030. Merci. Bien, vous dites que depuis 2030, vous avez été étudié à l'envi, et donc maintenant, il y a eu des recommandations qui ont été faites par des comités parlementaires qui vous ont été adressées et n'ont pas été appliquées. Donc, vous reconnaissez vous-même que depuis 2016, le problème existe. Ça fait 9 ans
Et donc, vous avez vu assister à la croissance d'autres entreprises dans le même domaine, occuper l'espace, se montrer novatrices et fournir les services dont ont besoin les Canadiens. Et donc, certes, il y a des difficultés. Je conviens avec vous également que les gens qui sont en première ligne de ces entreprises privées ne sont pas bien traités, certes. Mais parallèlement, ils offrent le service à des millions de Canadiennes et de Canadiens. Et donc, en tant que société d'État ou de la couronne, et donc vous avez les coups des franches par rapport au gouvernement fédéral. Et ça fait 10 ans que l'on parle de cette transition. Pourquoi est-ce que nous en sommes encore là? Eh bien, nous avons accompli beaucoup, et tout ce qui est évidemment à notre portée. Et nous avons fait des investissements stratégiques, par exemple le processus de centre de traitement de Over Jackson de Scarborough. Et cela nous a permis de parvenir à des résultats de livraison qui sont inédits. Et j'en ai d'autres exemples de ces succès. Nous avons mis à jour le système de ERP, et puis ensuite la définition des tarifs et les analyses, et notamment, et également, il faut avoir les bons systèmes pour amener et acheminer les choses à destination. Maintenant que nous avons les outils et grâce au fait que le gouvernement prenne la chose au sérieux et que nous avons été délivrés en quelque sorte des liens qui nous enserraient, eh bien, nous avons une façon maintenant de nous saisir de ces outils, de ces investissements et de réorienter, de fixer un nouveau cap, un bon cap pour Post Canada. Et donc, je pense que la façon dont nous le faisons est inégalée pour l'instant. Maintenant, même s'il y a encore des détails à apporter dans le plan, eh bien, c'est cela qui va nous amener à destination. Nous sommes convaincus que nous pouvons y parvenir. Je vous en donne acte. Et alors, comment est-ce que maintenant vous dialoguez avec vos employés et les différentes parties prenantes? Je veux dire, parler des bénéficiaires de vos services. Comment est-ce que vous établissez un dialogue avec eux pour qu'ils sachent que Post Canada fait ce qu'il faut pour les employés maintenir leur emploi, les clients aussi savoir à qui s'adresser lorsqu'ils ont des difficultés et qu'ils veulent attirer votre attention sur ces problèmes? Eh bien, écoutez, peut-être une réponse brève, s'il vous plaît. Je vais faire de mon mieux, merci, Monsieur le Président. Nous avons une équipe de service à la clientèle, de communication institutionnelle, et donc nous répondons à toutes les demandes et à tous les problèmes. Et donc maintenant, je crois que nous avons la panoplie d'instruments dont nous avons besoin de façon durable. Alors, Madame Bloch. Merci, Monsieur le Président. Je partagerai mon temps avec un collègue, Madame Jensen. S'agissant des prêts et des soutiens qui proviennent du gouvernement, et pour une société de la couronne comme vous, et même si on porte le regard sur ce qui se passe au ministère, qui, eux, doivent s'adresser au gouvernement pour davantage de financement. Alors, pouvez-vous nous dire quand nous donner s'il y a des conditions lorsque on vous accorde un prêt pour garantir que l'argent qui est donné cet argent ne sert pas à engraisser les traitements, les salaires de la haute direction? Je ne sais pas si Madame la directrice des finances peut répondre à cette question. Merci de cette question. Lorsque les conditions du protocole d'accord ont été négociées avec le ministère des Finances, en même temps que SPAC, eh bien, il s'agissait de veiller à ce que Canada Post puisse avoir accès à ce financement pour renforcer nos pertes opérationnelles. Et donc, l'entente du MOU, du protocole, c'est que nous devons donner la preuve au ministère des Finances et à SPAC de l'emploi qui est réellement fait de façon spécifique de cet argent, c'est-à-dire venir compenser et combler les pertes opérationnelles et venir au service des Canadiennes et des Canadiens de tout le pays
Et donc, il n'y a rien qui prévoit une augmentation des traitements de la direction. Donc, est-ce qu'il y a des restrictions dans ce protocole qui empêcherait Post Canada d'offrir des primes? Pas dans le protocole d'accord en tant que tel concernant ce sujet. Et donc, mais il s'agit d'assurer que nous renflouons plutôt le déficit opérationnel. Merci. J'aimerais revenir aux personnes qui, elles, subissent les conséquences de ces carences, notamment lorsqu'il y a ralentissement ou interruption du flot de courrier. Et un grand nombre de Canadiens ont des problèmes parce qu'ils ont besoin de documents ou des chèques qu'ils attendent et qu'ils ne reçoivent pas. Et donc, un bureau de poste, ça n'est pas seulement un bâtiment, c'est un centre de vie, donc ça permet de maintenir un certain nombre de traditions dans le pays, des traditions de communication sociale. Alors j'aimerais savoir comment est-ce qu'on a pu en arriver à ce degré de délabrement? Comment est-ce qu'on a pu aller si loin? Et parce que maintenant, pour redresser la situation, sans des changements structurels, eh bien, on ne pourra pas résoudre la question. Et malgré les apports du gouvernement, eh bien, il y aurait eu un défaut de solvabilité. Alors, comment se fait-il qu'il y ait ce creux de 5,5 milliards de dollars? D'abord, je voudrais dire qu'il y a un excédent qui nous a alimentés pendant un certain temps. Maintenant, pour revenir au rapport Kaplan, qui s'est fait par voie d'audience publique. Et nous avons eu des recommandations très, très claires, très vigoureuses, et donc le gouvernement les a entérinées. Donc, nous avançons et nous prenons pour acquis, que le plan va être adopté. Oui, mais alors, est-ce que les 5 milliards de dollars, est-ce que ça a épongé complètement et équilibré la situation? Non, pas vraiment. Merci de la question. Douglas évoquait les liquidités libres de toute hypothèque que nous pouvions utiliser. Et sinon, ça, c'était un montant de 2 milliards de dollars que nous avons utilisé pour financer les pertes opérationnelles au cours des années. Mais comment est-ce que vous financez tout cela? Eh bien, jusqu'à la mi-2025, nous utilisions nos réserves en liquidité. Et puis, s'agissant du remboursement des 500 millions de dollars, qui était une obligation de 500 millions de dollars, ça a été donc le premier déclic. Et donc, que nous commencions à manquer de liquidité. Et puis, lorsque les discussions ont commencé, issues du rapport Kaplan avec le gouvernement, pour maintenir le fonds, et donc jusqu'à juillet 2025, nous utilisions nos réserves de liquidité pour financer les pertes opérationnelles qui étaient les nôtres. Merci, merci beaucoup. Monsieur Gasparro, et nous finirons avec Madame Gaudreau. Merci de votre présence, merci du travail que vous accomplissez pour nous. J'aimerais revenir à ce qui a été dit auparavant concernant les aînés. Et donc, dans ma circonscription de Eglinton-Lawrence, nous avons un grand nombre d'aînés et de centres d'aînés, et souvent, l'anglais ou le français ne sont pas la première langue, et cela a peut-être un impact également dans d'autres régions du pays. Alors, comment est-ce que nous communiquons leur communiquons certains des changements en cours à ces gens pour qui l'anglais et le français n'est pas la première langue? Et en deuxième lieu, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour répondre à leurs préoccupations? Comment est-ce que vous communiquez tout simplement avec ces personnes qui sont dans un cas particulier du point de vue de la communication? Je pense aux aînés en particulier. Merci de cette excellente question. Nous avons un programme complet de communication que nous allons promouvoir sur la façon d'y accéder, comment l'appliquer. C'est facile. Mais nous savons qu'il faut réfléchir à la façon de le faire. Nous le ferons avec un certain nombre de critères qui permettront à ces personnes d'y accéder, que ce soit en ligne ou alors peut-être par courrier. Et s'agissant maintenant de la diversité linguistique, nous sommes prêts à desservir les gens dans les langues dont le besoin serait
justifié. Nous pensons en particulier à des programmes de transfert d'argent que nous faisons nous-mêmes pour des mandats dans plusieurs langues. Nous répondrons aux besoins là où ils existent et sans aucune limite dans la façon dont nous allons communiquer avec cette portion de la population canadienne. Donc vous allez veiller à ce que... Est-ce que vous vous êtes penché, j'imagine que vous allez vous renseigner auprès du recensement pour savoir en quoi consistent ces portions et ces bassins de population? Certainement. Et nous allons nous pencher là-dessus et nous avons une certaine expérience dans d'autres programmes qui nous ont donné un bagage en la matière et nous savons quoi faire pour que les gens soient à l'aise et qu'ils puissent recevoir les services dans les langues dans la langue dans laquelle ils sont le plus à l'aise. Alors, question fondamentale. Quel va être le rôle de Post Canada pour le XXIe siècle? Eh bien, il faut revenir justement à la notion de cyber-post-office, bureau de poste. Et donc, jour après jour, nous cherchons de nouvelles modalités qui permettront de faciliter la façon d'acheter quelque chose par téléphone ou de retracer l'itinéraire d'un circuit de livraison. Et donc, nous avons un système, un service qui s'appelle en anglais MyMail, et lorsque vous recevez une notification de l'arrivée de tel ou tel colis, de telle ou telle communication, et ensuite vous devez avoir l'appli de Poste Canada pour ce faire. Et c'est là-dessus que nous travaillons de façon ininterrompue. Mais l'avenir, c'est le cybercommerce. Et cela nous offre des perspectives de croissance très prometteuses au cours de la prochaine décennie. Évidemment, la concurrence est à prendre en compte malgré cette croissance de notre bassin. Mais nous allons travailler très dur pour gagner et mériter la confiance de nos clients. Nous pensons avoir les outils pour ce faire. Et donc, il va falloir que nous revenions à notre cœur de métier d'abord, que nous remettions la cuisine en ordre avant de penser aux réceptions. Et donc, le gouvernement prend cela très au sérieux et nous allons maintenant revenir sur les anciens règlements et les moderniser. Afin d'être encore plus efficace. Merci, Monsieur le Président. Pas une semaine que je reçois pas soit des messages, des appels. Puis ça date depuis septembre, peut-être parce que je suis ici à Ogo et porte-parole. Mais sérieusement, la majorité, là, on me parle, de l'inquiétude du casier de purolator dans les bureaux de poste. On va me parler des coupures, on va me parler des liens avec le conseil d'administration, toute l'apparence les membres externes influents, la rémunération extravagante. Moi, ça m'inquiète en termes de climat de travail. Hein, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut dire aux employés, parce qu'un changement, c'est toujours à prendre à petite bouchée, mais il n'y a pas grand monde qui veut un changement, mais c'est nécessaire et ça aurait dû être nécessaire depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on leur dit? Ils sont vraiment inquiets. Yes, thank you. To that one, but, Oui, ça fait beaucoup de questions. Et dès que l'on pourra partager le plan, on ira voir nos employés. Nous organisons des assemblées générales en continuation et nous verrons à ce que les surveillants de première ligne communiquent avec nous. Bien sûr, tout ce qui a à voir avec les changements. Nous allons travailler avec le syndicat afin d'aligner les évolutions les unes avec les autres. Encore une fois, l'approche... Vous savez, nous nous sommes engagés à améliorer le service. Nous essayons d'être agiles et d'être réfléchis. Nous allons nous mettre à l'écoute des municipalités et des villages et nous montrer agiles. Nous essayons de créer la Poste Canada de l'avenir avec un meilleur service, avec l'appui des communautés et des PME. Il y a l'exemple de Shopify qui a commencé il y a quelques années. Poste Canada était là pour les appuyer et ça s'est si bien passé. Nous avons besoin de davantage de Shopify.
Les petites entreprises seront le moteur de cet élan et nous allons aller encore plus loin dans notre relation avec les petites entreprises. Well, thanks for being with us today. I just have a quick question before we send you on your way. Petite question avant de vous faire partir. Monsieur Patzer a soulevé la question à propos de la question urbaine et rurale. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour répondre à ce problème? Un changement législatif, un ordre du gouvernement, ou est-ce que c'est autre chose que vous allez changer à l'interne? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui tombe sous le gros bon sens. Ce pays a beaucoup changé, donc oui. On en a discuté avec le gouvernement. Nous allons suivre les directives du gouvernement. Est-ce que c'est une décision que vous pouvez prendre ou est-ce que le gouvernement doit changer les choses? De ce que j'en sais, Monsieur le Président, nous pouvons prendre nos propres décisions, mais nous allons faire très attention dans ce domaine. Parce que, comme je l'ai dit, ce sera d'abord les zones urbaines où il y a de la duplication. D'un côté, vous allez avoir l'entreprise. En fait, c'est un petit peu comme l'exemple de Gatineau, n'est-ce pas? Merci d'avoir été des nôtres. Avant de partir, je souhaite mentionner que Donald Cooper, qui travaille en Alberta sur les affaires du gouvernement, je souhaitais le mentionner. Chers collègues, dans la cabine d'interprétation, nous avons André qui termine son temps ici. Ne félicitez pas tout de suite, il est des nôtres depuis 1971. Il a servi 17 parlements. Félicitations à André. Absolutely spectacular. C'est absolument spectaculaire.